Et si l'automatisation devenait le gardien de notre éthique et le libérateur de notre temps? Explorons ensemble cette question dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans Repères et Passerelles. Je suis Virginie Giraire et ici on explore les décalages culturels, générationnels ou professionnels pour mieux comprendre ce qui se passe en soi et autour de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de transition en entreprise, notamment qui passerait par de la robotisation, de l'automatisation ou autre. Et mon point de départ de cet échange, c'est de vous parler d'un événement que j'ai vécu dans les années 2000. Donc pour vous situer un petit peu le contexte, à cette époque-là, je travaillais pour un grand groupe qui s'appelait le groupe Centre France, qui éditait plusieurs journaux régionaux. Et c'est un journal qui, à cette époque-là, a décidé de revoir toute son identité graphique, ce qui impliquait un changement de format de journal, un changement, un changement de système informatique, un changement de charte graphique, et puis du coup toute une modernisation du processus commercial qui allait vers des médias plus numériques, etc. Ça a été un changement qui a été un vrai succès commercial, mais qui, en interne, a bousculé les codes. Je m'explique. On avait dans l'équipe euh, des anciens. Ces anciens, c'était des boomers. Donc on se rappelle, les boomers, euh, ce sont des personnes qui se projetaient en entreprise sur du long terme. Donc on avait des personnes qui étaient là depuis 20, 30, 40 ans, qui étaient rentrées dans l'entreprise pour frapper le journal au plomb. Et puis, ils avaient vécu une première transition importante avec l'arrivée du système numérique. Et là, on leur demandait, à quelques années de la retraite, de rechanger de système. Et ça a été rejeté en bloc. Vraiment en bloc, on a assisté à une perte d'une partie de la culture d'entreprise puisque les gens l'ont tellement rejeté qu'ils sont partis. Ils sont partis avec des gestes qui étaient assez forts. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, pour préparer cette transition, avait fait imprimer des classeurs rouges. Je m'en souviens, je l'ai toujours. Des classeurs rouges. Un classeur au Québec, on appelle ça un cartable. Et ces classeurs rouges, où on expliquait le nouveau logo, les nouveaux usages, la nouvelle mise en page, etc., ils se retrouvaient où? Ils se retrouvaient à la poubelle. À la poubelle. C'était vraiment un geste fort qui m'a vraiment choqué à l'époque. Vraiment rejeté, poubelle. Et au final, l'entreprise a dû faire face à une perte d'une partie de la culture d'entreprise. Elle a dû renouveler en fait, l'entreprise a vu son équipe se moderniser et se rajeunir par conséquent, puisque les anciens sont partis. Donc, on a eu des personnes plus jeunes, plus agiles, plus ouvertes au changement. Puis, comme je le disais tout à l'heure, ça, au final, était un succès commercial. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que ça a été une transition vraiment difficile et qui a marqué un peu les prémices de mes observations en entreprise sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, je remarque dans les entreprises que j'accompagne qu'il y a un point de friction qui est important. Et parmi, il y en a toujours plein, hein, des points de friction, mais je veux dire, il y en a un particulièrement que je vois aujourd'hui qui est celui des affichages réglementés en vue d'une demande d'étude d'impact sur le marché du travail au Canada. Donc, moi, je suis au Québec. Et en fait, une étude d'impact sur le marché du travail, c'est quoi? C'est toute une procédure qui va prouver au gouvernement qu'il n'y a ni citoyen canadien, ni résident permanent au Canada qui répond aux critères du profil du poste recherché et que par conséquent, on est obligé d'embaucher un travailleur étranger.
Ces affichages de postes réglementés donnent des sueurs froides au RH puisque la moindre erreur peut coûter cher à l'entreprise en termes de délai, en termes de conformité et même financier. Donc, c'est très délicat puisque les exigences sont très fortes. En plus, on assiste à des changements souvent importants chez Service Canada, donc il faut rester au fait, etc. Puis quand on est RH dans une entreprise, on a plein d'autres choses à faire que gérer la conformité des affichages de poste. Et ça, comment dire, c'est un point de friction important, mais c'est un point de friction qui pourrait être aussi simplifié pour être en conformité, notamment si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affichage à faire dans ce cadre-là d'études d'impact d'études d'impact sur le marché du travail, là, de ces IMT. On pourrait tout à fait envisager d'automatiser une partie du processus pour pour préqualifier les profils et se garder du temps pour réaliser des tâches à plus haute valeur ajoutée qu'un automate ne pourrait pas faire. Je m'explique. Un automate, déjà si la candidature ne répond pas à des critères de base, comme par exemple la langue française, alors pour exclure la candidature. Qu'est-ce que ça apporte à un RH de traiter une candidature où déjà la personne ne parle pas français, perd son temps? L'automate, en plus, il pourrait être un peu gardien de l'éthique, non discriminatoire. Donc ça, c'est important aussi. Et il pourrait se charger d'établir des rapports en toute conformité. Et puis, qu'est-ce que ça change pour les RH? Du coup, ils se concentrent sur plus de tâches à haute valeur ajoutée, à haute valeur relationnelle même, où on va pouvoir passer plus de temps à étudier des candidatures de profils qui correspondent plus à ce qu'on recherche et qui nécessitent un entretien pour lequel on pourrait passer plus de temps à échanger. Donc ça, c'est vraiment très important, mais le contresens de tout ça, c'est que mettre en place un automate, c'est bien. Mais quand on est expert dans son domaine, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de contrôler. C'est ça. Donc ça, c'est un peu le piège. Donc l'un des repères, ça serait d'éviter de tomber trop dans ce piège du control freak là où on veut absolument tout contrôler. Parce que justement, l'automate, il est là pour nous dégager une partie de notre temps sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, oui, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas contrôler. Et surtout au démarrage, il faut vraiment contrôler que les données sont bien reportées, que l'automate rejette bien les bonnes candidatures, traite les candidatures correctement, etc. Mais il faut lâcher prise. C'est votre assistant. Il n'est pas là pour vous remplacer, il est là pour vous assister, puis éviter d'être un peu trop contrôlant au niveau de l'automate, j'entends, et concentrer votre temps sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, plus haute valeur relationnelle. Au final, un automate, qu'est-ce que ça va faire chez vous? Ça va surtout déplacer la qualité de votre présence. C'est-à-dire que vous n'êtes plus là pour faire des tâches qui peut-être ne vont pas vous emballer plus que ça, de passer votre temps à rejeter des candidatures qui ne se qualifient même pas pour le poste, mais au contraire, passer du temps à traiter des candidatures qui valent vraiment la peine d'être étudiées. Donc ça, c'est une transition qui peut être vraiment importante. Pensez-y. J'aimerais connaître votre avis sur le sujet. Là, je vous parle des études d'impact sur le marché du travail, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut mettre en place des automatisations dans les entreprises. Mais c'est certain que ça passe par un changement important, puis des transitions. Là, je vous parle spécifiquement d'un automate et puis des premiers enjeux qui seraient justement d'éviter de tout contrôler et pour se déplacer un peu notre valeur vers quelque chose de beaucoup plus, je dis toujours de haute valeur ajoutée, là, mais en tout cas qui va plus nous nourrir au quotidien. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait mettre en place des automatisations en entreprise. Voilà, c'était mon sujet du jour. Je vous remercie et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour de nouveaux repères et passerelles.